Donc là, on va revenir sur ces questions tout à la fin, parce qu'en fait, on revient finalement toujours aux mêmes problématiques. Donc Pierre Blanc, qui est à Saint-Étienne, je rappelle, qui est un chirurgien qui exerce beaucoup dans la chirurgie bariatrique, va nous présenter son rapport qu'il a fait avec l'équipe de Lille sur la chirurgie bariatrique robotique. Si tu pouvais tenir les 10 minutes, tu serais formidable. Mais tu l'es. J'avais 15 minutes, non? Mais c'est pas grave. Alors 15. Ça négocie même en congrès. Merci. Et je sais bien. Merci à l'Académie de chirurgie de me permettre de présenter ici le travail que Alain a eu la gentillesse de nous proposer, que nous avons coécrit avec l'équipe de Lille, le professeur Caiazzo et le docteur Marcignac concernant la chirurgie robotique bariatrique. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec la société intuitive. Vous le savez très bien, le monde change et le bloc opératoire aussi, d'où l'intérêt de ce premier rapport sur la chirurgie robotique. Le monde change, la population grossit, la France également. Vous voyez qu'en 2019, il y a eu presque 29 000 procédures de chirurgie de l'obésité, mais que 4% de chirurgie avec robot-assistance, essentiellement des bypass. Sur le marché, un seul robot. Et l'activité était centrée sur 20 centres qui faisaient 90% de l'activité, c'est-à-dire plus de 50 procédures par an. Alors, qui aurait cru aujourd'hui qu'à droite, c'est ce qu'il y a actuellement, vous voyez en 96, le premier prototype du robot. Alors, pour la chirurgie de l'obésité, malheureusement, la littérature est très hétérogène, des petites séries monocentriques, non randomisées, on ne connaît pas la learning curve, on ne connaît pas les conflits d'intérêts. Ce qu'on peut dire, c'est que la robot-assistance est une celluloscopie hyper sophistiquée. Les techniques sont les mêmes au robot qu'en cellio. Les complications sont celles de la celluloscopie, mais pas du robot. Par contre, je vais en revenir après derrière, le confort de l'équipe est nettement amélioré au robot. Et le robot n'a jamais été inférieur à la celluloscopie. Alors, la particularité du patient obèse, c'est qu'ils sont difficiles à opérer. On sait qu'il vaut mieux faire des celluloscopiques dès la parotomie. On a peu d'espace de travail, beaucoup de graisse dans le ventre. L'épaisseur de la paroi fait qu'on a une difficulté à manipuler les instruments lorsque la paroi est épaisse. Et on a une certaine pression médico-légale. Et quand vous avez une paroi épaisse, on sait bien en celluloscopie que l'extrémité de l'instrument est beaucoup moins précis que la poignée de l'instrument, contrairement à la chirurgie robotique. Alors les techniques maintenant sont bien codifiées. Il y a une évolution, vous voyez, en 20 ans. Les premiers, par exemple, le bypass robot était celluloscopie, puis on dockait le robot pour faire les anastomoses. Exactement, c'est du full robotique. L'avantage du robot, c'est que les anastomoses sont manuelles. Et c'est une autre réflexion chirurgicale, ce qui peut rendre un peu difficile l'attrait pour certaines équipes pour la chirurgie robotique. Et vous voyez ici Cyril Cuperas à Dijon, qui opère en privé. Son aide opératoire est très bien installée. Il opère avec un seul aide et son temps opératoire est aussi rapide qu'en celluloscopie classique. Alors, la learning curve, c'est facile pour les jeunes, c'est difficile pour les vieux comme moi, puisque vous savez que les mouvements du robot ne sont pas du tout les mêmes qu'en celluloscopie. On a 3 phases et le groupe, un groupe a été créé par la SOFCO pour développer la technique et que la formation soit standardisée. Donc, la courbe d'apprentissage est toujours en 3 phases et dans notre équipe, il a fallu 30 procédures pour que tout le monde soit à peu près à l'aise, aussi bien les équipes paramédicales que les chirurgiens et qu'il y ait beaucoup moins de stress pour faire l'intervention chirurgicale. Voici le groupe SOFCO robotique. Alors, l'ergonomie, c'est un plus pour les patients à la celluloscopie. Par contre, pour les chirurgiens, c'est beaucoup plus compliqué. Et on sait que 80% des chirurgiens ont des troubles musculo-squelettiques. Ils sont sous-estimés, sous-déclarés. Et vous voyez qu'au robot, qu'est-ce qu'on fait? On fait du violoncelle, on manipule les instruments avec des joysticks. Et finalement, on rend le geste le plus léger possible, ce qui est beaucoup plus léger pour le chirurgien et son aide. Le seul petit défaut peut-être sont des douleurs au niveau du trapézoïde qui nécessitent de trouver le bon siège, et il suffit d'aller chercher du côté des anesthésistes. Alors, la robot-assistance permet une précision, une stabilité, un confort physique, et vous l'avez vu dans les précédentes publications, on fait de la parotomie en celluloscopie, ça améliore l'esprit d'équipe, l'IBO doit être excellente, en celluloscopie, vous pouvez accepter de travailler avec une infirmière, on va dire, avec laquelle vous n'aimeriez pas trop travailler, au robot, c'est pas possible. Et le patient, en tout cas, on vous l'a dit pour les précédentes publications, mais chez le patient obèse, c'est indéniable, aucune douleur pariétale.
Une photo collector, vous avez Philippe Moureux avec son aide opératoire, Lucie Gontier, et vous voyez que les deux sont très concentrés sur le geste opératoire et c'est ce qu'on retrouve avec la robot-assistance. Alors le coût, bien sûr, pour l'instant, il n'y a qu'un seul robot, d'autres arrivent sur le marché. La concurrence arrive, donc le coût des instruments baisse déjà de 10%. Pour ce qui est de la chirurgie bariatrique, il y a un surcoût d'environ 1 300 €, mais dans ce surcoût, il ne faut pas oublier que la société Intuitive est la seule société qui propose une formation continue des équipes. SAV 24/24, votre robot tombe en panne ce soir, il est réparé dans la nuit, une disponibilité et surtout, les équipes sont moins fatiguées. Donc peut-être que ça, il faudrait l'évaluer dans les différentes publications. Et puis on verra dans le futur si on peut faire aussi bien avec moins cher. Un avantage du robot, on est à distance du robot, moins d'entrée-sortie des instruments, donc on expose moins les patients, les professionnels, exposition au sang, et ça a été publié également, moins aux expositions virales. Alors pourquoi faire de la chirurgie robotique bariatrique au robot? Pourquoi pas? Alors le robot, c'est une anxiété pour tout le monde, hein, que ce soit le chirurgien d'administration, anesthésiste, libode. Mais on sait bien actuellement, et vous le savez mieux que moi, qu'actuellement, un chirurgien mini-évasif doit réfléchir en endoscopie, célioscopie, robot-assistance, radiologie. On ne peut pas se contenter d'une seule voie d'abord. La difficulté, c'est apprendre une nouvelle technologie, et c'est peut-être plus difficile au plus on avance dans la carrière chirurgicale. Et actuellement, les indications du robot sont les indications de chirurgie générale. On est en avant devant les gynécologues et devant l'urologie, puisque finalement, le robot n'est juste qu'une célioscopie hyper sophistiquée. Alors, dans notre petit centre, on a dépassé le stade des 100 chirurgies robotiques. On peut faire de la 3D, du robot. On est 2 chirurgiens bariatriques avec 2 journées opératoires par semaine. Alors, la 3D, que ce soit en célioscopie ou au robot, améliore tout ça, la dextérité, la performance, qu'on soit jeune ou vieux, on travaille dans les petits espaces, on est moins fatigué, ça saigne moins, et ça améliore les suites opératoires et le temps opératoire. Avec la 3D, on raccourcit le temps opératoire d'au moins 15 minutes. Et bien, qu'est-ce que rajoute le robot? Ça rajoute un confort indéniable. On n'est pas des Superman, et on sait bien que la célioscopie, et au plus on avance dans l'âge, a des contraintes musculo-squelettiques. On parle même de laparoscopie, quel beau, mais pas que. Un chirurgien sur 5 dans certaines études arrête l'activité chirurgicale à cause de ces douleurs pariétales. Et vous voyez, la différence est nette entre à droite la robotique, à gauche la chirurgie par laparotomie, la robotique, peut-être des douleurs cervicales. Il faudrait travailler sur l'assise, comme je vous l'ai dit précédemment. Et peut-être que demain, l'ergonomie sera encore améliorée. Et je suis sûr que les industriels y travaillent. L'anesthésiste, lui, toujours très bien installé. Oui, toujours. La robotique, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en célioscopie? Si vous réfléchissez bien, on fait du baby-foot. Entrée-sortie, rotation droite-gauche. Qu'est-ce qu'on fait avec la chirurgie robotique? C'est de la PlayStation. On a l'impression de jouer au foot comme un joueur de foot professionnel, et ça change tout. Et je vous invite à essayer Dr Maboul, robot versus Célio. Je l'ai fait ce week-end pour faire une petite vidéo. Je peux vous assurer que je suis meilleur au robot qu'en célioscopie. Et en robot, on fait de la laparotomie en célioscopie. On vous l'a montré tout à l'heure sur les vidéos. Un autre avantage, la formation, double console. Vous pouvez passer la main, prendre la main pendant l'intervention. Vous voyez comme votre aide. Ça, c'est beaucoup plus difficile en célioscopie. On peut faire du simulateur, et on peut faire du simulateur même lorsqu'on nous a empêchés d'opérer pendant plusieurs mois. On peut faire du simulateur régulièrement, ce qui n'est pas facile, qu'on ne peut pas faire en célioscopie. Enfin, la laparotomie, on pouvait parler facilement, on pouvait se toucher, on se voyait facilement. Il y avait beaucoup de monde. En célioscopie, on est 2 autour de la table, on ne parle pas, il y a un problème de rentabilité, on avance, on ne s'arrête pas, il n'y a pas de pause. Et bien, la robot-assistance améliore la communication puisque vous parlez avec un micro, vous ne voyez pas ce qui se passe dans la salle et je peux vous assurer que vous passez votre temps à communiquer avec votre aide, ce que vous ne faisiez peut-être pas en célioscopie et que vous faites après en célioscopie si vous faites de la robot-assistance. Il est très important d'intégrer nos e-bods qu'on a oubliés depuis de nombreuses années. Et vous voyez qu'une association d'e-bods robotiques vient de se créer et vous progressez grâce à votre aide et réciproquement. Et vous voyez que la tête dans la console, quand vous savez qu'il y a une infirmière concentrée à côté du patient, vous êtes totalement rassuré. Les technologies arrivent avec l'immunofluorescence, le système iris, c'est-à-dire l'image en 3D qui va apparaître sur votre champ opératoire et une application mobile qui va améliorer la communication entre les différents opérateurs. Alors, des avantages, il faut une formation spécifique, c'est sûr.
Ce n'est pas intuitif pour les vieux chirurgiens comme nous, puisqu'on cherche à reproduire les mêmes mouvements qu'encéloscopie, alors que ce ne sont pas tous les mêmes. Donc plus difficile pour les vieux. Pour ce qui est du coût, eh bien, effectivement, le coût est plus important pour la roboassistance, mais quand vous voyez en bas à droite ce qu'apporte le robot, confort de l'équipe, confort du patient, pour les chirurgies de révision, notamment en chirurgie bariatrique, on est mieux. La formation chirurgicale est plus facile, moins d'exposition, etc., etc. Peut-être que ça mettrait en balance le coût global de la chirurgie robotique. Et vous voyez que de nombreux dispositifs arrivent sur le marché. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est fort probable que dans quelques années, tout se fera, en tout cas la roboassistance fera partie de notre quotidien. Alors, on entend souvent, je n'ai pas besoin de ça, je n'utilise le robot que pour les cas complexes. Moi, je préfère me rappeler ce que disaient certains de mes maîtres. Professeur Delperot, c'est extraordinaire. Professeur Beaulieu, ce cas a été excessivement difficile, mais j'y suis arrivé. Et professeur Balic, allez vieux, fonce. On aurait aimé avoir une étude randomisée. Malheureusement, le professeur Bruno a essayé à plusieurs reprises. De refus, il baisse les bras. Nous n'aurons pas d'étude randomisée en France à court terme qui nous permettrait de comparer laparoscopie versus chirurgie robotique pour les bypass. Et pourtant, de nombreuses questions persistent et nous turlupinent tous les jours. Est-ce que c'est mieux de faire une anastomose manuelle plutôt que mécanique avec plein d'agrafes dans tous les sens? Est-ce que le fait d'être moins fatigué, moins de troubles musculo-squelettiques, ça améliore les suites? Est-ce qu'on peut faire de la chirurgie plus tranquille, plus d'interventions par jour, une seule infirmière, moins de complications, etc., un coût identique? Est-ce qu'on peut faire des petites poches, c'est mieux ou pas? Peut-être ne le seront jamais. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que la chirurgie robotique? Ce n'est pas une révolution, c'est une simple évolution de la technologie, mais également des mentalités. Je peux vous assurer que les jeunes chirurgiens, vous le mettez dans la console, il opère comme vous, après 20 ans de célioscopie en célioscopie. En 1995, eh ben, on se gargarisait, on était la seconde révolution française avec la célioscopie. Ce n'est pas tout à fait sûr. En chirurgie robotique, on a un peu de retard. La chirurgie robotique permet de faire de la laparotomie en laparoscopie et c'est une simple évolution naturelle de la technologie. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. On va commencer les questions par Jacques Meurette qui a levé la main et qui va probablement poser une question financière. Pas seulement. Vous m'entendez là? Oui. Et, oui, je voulais revenir sur plusieurs choses. D'abord, grâce à la collaboration entre l'Académie et la Caisse d'assurance maladie, on a mis en place une liste d'actes permettant la traçabilité. Parmi cette liste d'actes, il y a 19 actes correspondant à la chirurgie digestive. Alors d'emblée, je fais une requête puisque je vois qu'il y a d'autres actes de chirurgie digestive qui voient le jour, de la chirurgie pariétale. Eh bien, je pense qu'il serait intéressant que l'on puisse élargir cette liste de manière à pouvoir assurer la traçabilité dans les bases de l'assurance maladie. Pourquoi je dis ça, et je rejoins ce que tu disais, Philippe, c'est parce que grâce à ces bases, on va pouvoir faire une évaluation et faire le coût de suivi des actes réalisés par voie célioscopique, par voie laparotomique et par voie ouverte. Ouverte, laparoscopique et robot-assisté. Et donc, on pourra avoir un coût global et on verra si effectivement le coût qui va diminuer très certainement au fil des années, comme le disait François Richard tout à l'heure, eh bien, si on verra si c'est vraiment complètement rédhibitoire compte tenu des avantages du robot et du fait que de toute façon, il n'y a jamais d'infériorité de la roboassistance par rapport à la célioscopie et par rapport à la voie ouverte. Donc, surtout, je suis preneur des interventions qui sont maintenant réalisées avec roboassistance et qui ne l'étaient pas à l'époque, et de manière à ce que l'on puisse augmenter la traçabilité, parce que vous savez très bien que l'assurance maladie ne prendra en charge que dans la mesure où il y a un bénéfice pour les patients, quel qu'en soit le coût. Mais si le coût est inférieur, à ce moment-là, ça sera d'autant mieux. Merci beaucoup, Jacques. Autre question? Oui, Tron, vous voulez parler? Est-ce que c'est le moment? Oui, Bernard, tu as 1 minute. Bon, alors,
Ma question n'est pas du tout politique, contrairement à ce que pensait mon ami Valverde, que je connais depuis bien Non, longtemps. On n'entend rien. Qu'est-ce que je peux faire pour parler plus fort? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Bon, alors, si vous ne m'entendez pas, je vais parler fort. Mon intervention n'est pas politique. Le coût est un problème en France, puisque la rémunération de l'acte chirurgical n'a aucun rapport avec la rémunération chirurgicale des États-Unis. Donc le robot par rapport au coût du chirurgien est mineur aux États-Unis. En France, 1 300 €, c'est un problème. Mais on n'arrête pas le train du progrès. Et je voudrais citer une phrase qui est maintenant célèbre. Un chirurgien doit avoir un cœur de lion, un œil d'aigle et des mains de femme. C'est peut-être pour ça que notre spécialité se féminise et c'est un bonheur. Mais je voulais revenir sur le fait que notre spécialité n'est plus choisie parmi les meilleurs. Elle est choisie au 28e rang, c'est-à-dire dans le dernier tiers. Et que si on veut pouvoir continuer de développer toutes ces technologies qui sont absolument extraordinaires, le train de progrès ne s'arrête pas. Il faut que nos jeunes étudiants aient envie de choisir ces spécialités. Il est évident qu'avant leur internat, ils doivent avoir un accès, une formation et un défrichage de ce futur métier que sera leur métier de chirurgien. Voilà les questions que je voulais poser parce qu'elles me semblent absolument fondamentales. Bernard, est-ce que quelqu'un a une réponse à la question de Bernard? Ça dépend. François Richard te répond. Ça dépend essentiellement de l'organisation des spécialités. Il y a des spécialités qui sont très bien organisées et qui sont choisies au niveau de l'ECN en premier, et ça n'a rien à voir avec les robots. Et en urologie, où on est parmi les spécialités chirurgicales les plus choisies, on fait du robot depuis maintenant 15 ans. On a la moitié des robots faits en France sont des malades urologiques. Et ça n'a pas empêché les gens de choisir l'urologie. Donc, je pense que c'est une question d'organisation. Richard, je me permets d'interrompre ce que vous représentez ici. Je me permets d'interrompre ce que vous dites parce que l'urologie est une spécialité bien contrôlée et beaucoup plus fermée. La chirurgie viscérale évolue dans tous les domaines. On n'a plus de chirurgie générale pour assurer les urgences, qui pose un problème pour la prise en charge. Non, mais c'est pas le problème, ça. La chirurgie générale n'existe plus. Je sais, elle n'existe plus. Plus parce qu'actuellement, en 2021, tu ne te ferais pas opérer une fracture de jambe par un chirurgien général. Ça n'existe plus, le problème est réglé. Le problème n'est pas que ça n'existe plus, le problème est qu'on ne pourra pas avoir partout 10 chirurgiens spécialisés pour assurer les urgences. Et en viscéral, il y a des interventions qui, bien entendu, nécessiteront le robot dans des centres experts, mais le problème qui se pose en ville n'est absolument pas abordé pour les chirurgiens qui s'installent. Je pense qu'un certain nombre de chirurgiens ne vont pas tous être hospitaliers et c'est un problème majeur pour la formation de la chirurgie en chirurgie viscérale. Je suis obligé d'interrompre. Le sujet de la réunion aujourd'hui n'est pas la formation des chirurgiens, mais de faire le point sur l'état de la chirurgie robotique en chirurgie digestive. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais revenir quand même au topo, il faut suivre un peu le cours du fil. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à Pierre Blanc sur la bariatrique robotique? Moi, je voudrais revenir un petit peu au sujet. Il n'y en a pas. Aux États-Unis, où il y a quand même une chirurgie bariatrique énorme, puis ça va revenir ici, quelle est la place du robot? Dans quoi? Aux États-Unis, quelle est la place du robot dans la chirurgie bariatrique? C'est pas du 100%, mais ils en font plus que nous. Et après, ça dépend de l'assurance du patient, du système de remboursement. C'est pas proposé à tout le monde, mais ils sont en avance par rapport à nous, c'est sûr. Est-ce que justement l'utilisation importante du robot dans les différentes spécialités chirurgicales aux États-Unis n'est pas liée au fait que les assurances demandent aux chirurgiens d'utiliser cette méthode pour être plus précis, plus soigneux, plus attentifs à l'hémostase? C'est possible. C'est ce qu'on retrouve dans les articles. Moins de saignements, moins de complications, donc robot remboursé. Mais tu travailles dans une structure privée, donc tu nous montres aussi que la bariatrique, le robot en France se développe, et d'ailleurs il y a certaines équipes comme la tienne, si on peut appeler ça des équipes, qui sont très avancées en chirurgie robotique en installation privée pure. Il y a même beaucoup plus même.
Ce qui a été dit tout à l'heure est très important parce qu'à chaque fois, on oublie de dire que la DMS diminue, que les douleurs diminuent, que le saignement diminue. Enfin, tout ça, c'est quand même des progrès. Or, comme à chaque fois, on pose dans les études randomisées une question très précise pour des problèmes méthodologiques qui se comprennent tout à fait, dans la question très précise qu'on a posée, comme tout à l'heure, on a vu taux de reconversion, il n'y a pas de différence. Mais il y a toujours des saignements inférieurs, une DMS diminue, etc. Il y a plein d'effets secondaires favorables du robot qui sont jamais pris en compte. Et l'autre jour à l'ARS, j'avais une discussion avec un directeur d'hôpital qui disait le robot apporte rien. Et je lui dis attendez, si les malades ont moins mal, saignent moins, sortent plus vite et se sentent mieux, c'est pas des progrès tout ça? Et que il a dit oui, mais ça reprend du coup. Et que l'équipe soit moins fatiguée. Mais à mon avis, la problématique de l'implantation du robot, et je parle en France par rapport aux États-Unis, c'est que il y a souvent un amalgame. On dit le robot, c'est vachement bien parce qu'on diminue la durée de séjour, etc. Mais il faut faire la différence entre la durée de séjour par Célio et la durée de séjour par robot. Il y a une espèce d'amalgame qui se crée, et donc il faut bien différencier les études qui comparent robot et Célio. Parce que le plus, il est là. En fait, on a tendance parfois à comparer robot avec laparotomie, puisque c'est la même voie à droite. Aux États-Unis, pas en France. Oui, alors aux États-Unis, mais en France, notre problématique est un peu différente de celle des études américaines, puisque eux, ils comparent laparotomie robot. Ouais. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est l'avantage du robot par rapport à la Célio. Oui, mais en fait, une fois de plus, ce sont les jeunes qui vont parler, parce que de toute façon, des chirurgiens de 50-60 ans qui maîtrisent la célioscopie ne comprennent pas trop l'intérêt de la robotique. Par contre, les jeunes qui apprennent le métier, eux, ils comprennent l'intérêt de la robotique, parce qu'ils arrivent d'emblée sur l'acte et ils le font d'emblée impeccable. C'est ça le truc. Comment j'ai commencé, j'ai appris ma spécialité par la célioscopie avec M. Balic. Voilà, les nouveaux, ils vont apprendre par le robot. Ça n'empêchera pas de faire de la cellule, voire des laparotomies. J'en suis persuadé. Est-ce que je peux dire un mot, s'il te plaît? Jacques Beaulieu. Bonjour Jacques. Oui, bien sûr. Bonjour. J'ai été très heureux de vous entendre. Et ce que je ressors de la journée, qui était très intéressante, c'est quelques points fondamentaux. D'abord, je trouve que le bénéfice d'une suture digestive, que ce soit une suture pariétale, comme ça a été très bien montré dans la chirurgie pariétale, ou d'une suture par rapport à certaines techniques mécaniques, est évident. Ça évite les taqueurs, ça permet de faire des anastomoses plus larges. Quand on fait une anastomose colorectale mécanique, vous avez qu'à regarder les têtes, elles font rarement plus de 31, et il y a des problèmes liés à cette technique. Avec une suture manuelle, on a une suture beaucoup plus large et c'est un avantage qui me paraît évident. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos de la chirurgie colorectale que j'ai beaucoup pratiquée en célioscopie et avec une expérience qui était débutante puis qui est devenue très importante. J'étais allé à Turin et je me suis rendu compte qu'il est plus facile d'apprendre la chirurgie du côlon, mais surtout du rectum, avec une technique robotique qu'avec une technique célioscopique. L'articulation des instruments permet des visualisations et des gestes latéraux que ne permet pas la célio. Ce sont des gros avantages à défendre. L'argument douleur est capital dans la chirurgie pariétale. Et ça, c'est des arguments qu'il faut défendre si on veut défendre la chirurgie robotique. Merci beaucoup, Jacques. Je pense que les questions maintenant sont terminées. Je passe la parole. Merci Pierre Blanc de cette très belle présentation.